Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. À présent, les titres. 1300 tonnes de vivres pour un montant de 933 002 $ américains. C'est le don du gouvernement japonais en faveur du programme d'alimentation scolaire au Congo. Les Nations Unies ont été au cœur d'une intense activité diplomatique et humanitaire en 2017. L'invitée de ce magazine est Madame Ana Elisa Santana Afonso, représentante de l'UNESCO au Congo. 1304 tonnes de vivres pour un montant de 933 002 $ américains. C'est le don du gouvernement japonais en faveur du programme d'alimentation scolaire du gouvernement congolais. Ce don a été réceptionné le 27 novembre 2017 au beach de Brazzaville par le représentant du PAM et par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Je vous propose de suivre ce reportage. Ce don de vivres du gouvernement japonais, destiné aux cantines scolaires des écoles primaires situées dans 6 départements du Congo, permettra au PAM de couvrir les besoins de 40 000 élèves durant 6 mois. Aujourd'hui, nous procédons à la cérémonie de remise de tonnes de vivres dans le cadre du budget rectificatif. Ce projet a été approuvé par le gouvernement du Japon en février 2016 pour un montant de 933 000 $ américains. Il consiste à finir 1304 tonnes d'alimentation et alimentaire. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous informer que 149 tonnes de boîtes conserve de poissons d'une valeur de 1 200 000 $ américains arriveront au port de Pointe-Noire en provenance du Japon en avril 2018. Selon le PAM, ce don permettra d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants congolais, notamment ceux qui étudient dans les zones rurales de 6 départements du pays ayant des niveaux d'insécurité alimentaire et de malnutrition élevés et un taux de scolarisation en dessous de la moyenne nationale. Comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Ce programme permettra aux enfants d'être plus assidus et attentifs à l'école et de saisir l'opportunité qui leur est offerte de s'instruire et de devenir nos leaders de demain. Certains d'entre vous qui écoutent peuvent penser qu'une assistance alimentaire n'aurait qu'une portée somme toute limitée par rapport à d'autres priorités d'investissement public. Investir dans les cantines scolaires, c'est investir dans l'avenir. C'est contribuer à relever le défi fin zéro. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire de l'alphabétisation a traduit la reconnaissance du Congo au gouvernement japonais avant d'indiquer que depuis 2011, le Congo s'est doté d'un programme alimentaire scolaire répondant aux normes internationales. Je voudrais également vous traduire toute ma reconnaissance, à titre personnel et au nom du gouvernement, pour tout l'intérêt que vous avez accordé à cette action et pour tout l'accompagnement que vous ne cessez de porter au gouvernement dans le cadre de multiples programmes qu'il convient ici de rappeler. Que l'une des priorités définies par le gouvernement de la République du Congo dans le cadre du plan national de développement est d'assurer à tous les enfants congolais l'accès à une éducation de qualité dans un environnement sain pour atteindre l'objectif de scolarisation universelle fixé dans notre stratégie sectorielle d'éducation 2015-2025. Cette priorité s'appuie sur l'alimentation scolaire, reconnue mondialement comme une intervention clé dans l'amélioration des indicateurs de l'éducation et l'atteinte des objectifs de développement durable. Ici est de noter que le gouvernement japonais a déjà contribué à hauteur de 20 millions de $ américains au programme d'alimentation scolaire en République du Congo à travers le PAM. Le Japon assiste aussi le Congo à travers le programme de construction et d'ouverture des centres de préscolarisation et d'éveil communautaire. Comme d'habitude, les Nations Unies ont été au cœur d'une intense activité diplomatique et humanitaire en 2017. Voici un résumé de cette année qui a connu l'entrée en fonction du nouveau secrétaire général
Antonio Guterres. Reportage. 2017, un nouveau secrétaire général, Antonio Guterres, arrive aux Nations Unies. Il s'est engagé à réformer et à atteindre la parité entre les sexes et en faveur de la prévention des conflits. Dans le monde, le nombre de défis ne cesse de croître. Nous sommes un monde fragmenté. Nous devons être un monde en paix. La plus importante crise de réfugiés au monde a pris de l'ampleur au Myanmar. Poussés par la violence et les abus des droits de l'homme, plus de 600 000 Rohingyas apatrides ont fui au Bangladesh où les infrastructures fragiles sont saturées. L'ONU a intensifié son aide d'urgence et a appelé le Myanmar à mettre fin aux opérations militaires contre les Rohingyas. Personne ne gagne les guerres d'aujourd'hui. Au Yémen, le conflit a mené 8,5 millions de personnes au bord de la plus grande famine des temps modernes. Les systèmes d'eau et d'assainissement sont presque détruits par les attaques ciblées, provoquant une épidémie mortelle de choléra. L'ONU a envoyé des fournitures d'urgence et a exhorté toutes les parties à ne pas priver les civils de l'aide humanitaire. 4 famines, au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie et au Nigeria, résultat de conflits non résolus exacerbés par des sécheresses et des récoltes manquées. Lors d'une attaque contre une mission de maintien de la paix de l'ONU, la plus meurtrière depuis des décennies, 14 soldats de la paix tanzaniens ont perdu la vie en République démocratique du Congo. C'est une autre indication des énormes sacrifices faits par les pays fournisseurs de troupes au service de la paix mondiale. La mission, la MONUSCO, est la plus grande au monde. Elle a pour mandat de passer à l'offensive contre les groupes armés qui ont maintenu leur emprise pendant des années sur la vaste région riche en minerais. Une autre guerre interminable, la Syrie. 6 années de conflit ont fait 250 000 morts et 5 millions de déplacés. Certaines personnes sont revenues à Alep libérées, tandis que dans la Ghouta orientale assiégée, des milliers d'autres ont reçu de la nourriture et des médicaments d'un convoi d'aide de l'ONU. Les combats se sont poursuivis dans d'autres endroits, y compris des attaques chimiques. Des cessez-le-feu temporaires ont été négociés. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie travaille sans relâche pour amener les parties à la table des négociations et à mettre un terme aux hostilités. Près de 100 000 migrants ont traversé la Méditerranée en 2017. Plus de 3 000 se sont noyés. La plupart fuient la pauvreté et les conflits en Afrique subsaharienne. Plus d'1 million attendent pour passer en Libye, victimes d'abus, d'exploitation et même d'esclavage. Les propositions de réforme du nouveau secrétaire général de l'ONU font primer les gens sur la bureaucratie. La médiation et la prévention sont au centre du programme de paix et de sécurité de l'ONU. Le Bureau de l'antiterrorisme de l'ONU, récemment créé, coordonne un effort mondial pour prévenir l'extrémisme violent et les autres causes profondes de la terreur. L'ONU a aussi lancé des stratégies pour mettre fin à l'exploitation sexuelle et s'est engagé à réaliser la parité entre les sexes. Dans le monde, 130 millions de filles ne vont toujours pas à l'école, ce qui est inacceptable pour Malala Yousafzai, messagère de la paix de l'ONU. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons donner une éducation aux filles. Et une fois que vous éduquez les filles, vous changez toute la communauté, vous changez toute la société. D'ici 2020, l'ONU vise à doubler le nombre de femmes au sein des troupes de maintien de la paix pour protéger les civils et aider les femmes locales à participer au processus de paix. En Colombie, la mission des Nations Unies a vérifié le processus de désarmement des derniers ex-combattants des FARC, ouvrant ainsi la voie à la paix dans le pays. À La Haye, après plus de 24 ans, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a achevé ses travaux. Il a été le premier tribunal des crimes de guerre établi par l'ONU. Il a traduit en justice plus de 160 inculpés. Dans le cadre d'une des dernières grandes affaires, l'ancien commandant des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, a été condamné à la prison à vie pour génocide et crimes contre l'humanité. De nouveaux essais nucléaires et de missiles en Corée du Nord ont généré des tensions croissantes autour de la péninsule coréenne et des inquiétudes dans le monde entier. Nous ne nous laissons pas entraîner dans la guerre.
Plus largement, tous les pays doivent faire preuve d'une plus grande volonté d'atteindre l'objectif universel d'un monde sans armes nucléaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renforcé les sanctions existantes contre la Corée du Nord. En décembre, le gouvernement de Pyongyang a invité un envoyé de l'ONU pour commencer à discuter de questions d'intérêt commun. Pendant ce temps, 122 pays ont adopté le tout premier traité d'interdiction complète des armes nucléaires. Un moment historique pour le désarmement. À New York, lors de la conférence sur les océans, les États membres se sont engagés à prendre des mesures pour mieux protéger les mers du monde. Peu de temps après, une série de forts ouragans ont dévasté plusieurs États des Caraïbes. Sur certaines îles comme la Dominique, de rares arbres ou maisons ont été épargnés. Pour les scientifiques, c'est une preuve irréfutable que le changement climatique amplifie la force des tempêtes et autres catastrophes naturelles. L'ONU a appelé les pays à accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Les discours et les discussions ne résoudront pas le problème. Joindre la parole aux actes est bien plus efficace. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec Madame Ana Elisa de Santana Afonso, représentante de l'UNESCO au Congo. Bonjour Madame. Bonjour Christy. Alors Madame, que signifie l'UNESCO et quels sont ses différents domaines d'intervention en République du Congo? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Je ne peux pas commencer l'émission sans vous remercier et en particulier remercier Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication pour cette coopération que je peux dire réussie avec le système des Nations Unies. En fait, c'est à la suite de notre présentation de vœux en 2017 que Monsieur le ministre s'est proposé à nous offrir cet espace de dialogue et de communication des Nations Unies avec les Congolais. Donc je tiens vraiment à remercier les autorités congolaises pour cette opportunité qui offre à l'ensemble des agences du système des Nations Unies. Pour revenir à votre question sur l'UNESCO, l'UNESCO veut dire l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et la communication. Cette organisation aura cette année 73 ans. Elle est née en 1945, comme vous voyez tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, et vise à développer l'éducation, la science, la culture et la communication avec une mission. Notre mission, c'est bâtir la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Vous demandez quels sont nos domaines d'intervention. Alors je commence par l'éducation. L'histoire de la coopération entre l'UNESCO et le Congo dans le domaine de l'éducation, elle est très longue. Je peux vous dire un résultat de cette coopération, c'est justement la création de l'école normale supérieure. L'école qui s'occupe de la formation des enseignants, elle est un produit de cette coopération entre l'UNESCO et le Congo. Aujourd'hui, nous continuons à travailler dans le domaine des enseignants, de la formation continue des enseignants. Nous travaillons dans la promotion des technologies de l'information
et de la communication. Nous travaillons dans la promotion des technologies de l'information et de la communication en éducation. Nous travaillons dans le domaine de l'alphabétisation et je veux dire le dernier cri de l'alphabétisation, que c'est l'alphabétisation numérique, pour ne citer que quelques domaines. Nous travaillons aussi pour le renforcement des capacités de journalistes. Nous avons impulsé en quelque sorte la mise en place d'une radio, la radio citoyenne des jeunes, qui est une première au Congo. Et je veux dire que petit à petit, elle est en train de prendre sa place même au niveau de la sous-région. Nous travaillons dans le domaine de renforcement des capacités des chercheurs, des jeunes chercheurs, en particulier des femmes, et donc renforcement des capacités dans le domaine des ressources en eau, dans le domaine des énergies renouvelables et même pour la mise en place, nous espérons, d'un technopôle en République du Congo. Donc dans le domaine de la culture, le Congo est riche de son patrimoine. Donc nous sommes en train de travailler aussi avec le ministère de la Culture pour l'inscription des sites sur la liste du patrimoine mondial, sur le développement des industries culturelles et créatives. Nous soutenons certains festivals, comme c'est le cas du Festival panafricain des musiques, le FESPAM, que l'UNESCO est un partenaire depuis, je pense, plus de 20 ans. Pouvez-vous nous dire quelle est la contribution de l'UNESCO à la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD dans ce pays? Merci beaucoup pour cette question. Tous les 17 ODD, ils sont interconnectés. Aucun des objectifs du développement durable concerne seulement une agence. Toutes les agences sont impliquées et l'UNESCO est particulièrement concernée par l'ODD 4 qui porte sur l'éducation. Nous sommes impliqués dans le suivi de la mise en place de cette ODD 4. Des experts congolais ont participé à plusieurs ateliers de formation pour faire le monitoring, mais nous travaillons également pour l'ODD 5 qui concerne l'égalité de genre. Nous sommes fortement impliqués en termes de renforcement des capacités des jeunes, renforcement des capacités des journalistes, renforcement des capacités des enseignants. Ça, c'est notre population cible. Nous sommes en train de construire des outils de formation dans le domaine de l'égalité de genre. Et je dois dire d'ailleurs que nos outils de formation ont une particularité par rapport à d'autres qui sont aussi élaborés dans d'autres pays, c'est que nous avons un chapitre qui porte sur l'histoire des femmes au Congo. Ça veut dire les femmes qui ont marqué la vie de ce pays et qui ont contribué à ce qu'il y ait une autonomisation des femmes. Il y a également un outil spécifique pour la formation du journaliste qui a été élaboré et que nous espérons qu'il puisse être utilisé dans le futur Institut supérieur de communication et d'information, entre autres. Comme vous le savez, l'UNESCO est en charge de l'élaboration du rapport mondial sur l'eau. L'UNESCO a mis en place beaucoup de plateformes pour la collecte d'informations sur l'hydrologie, sur les fleuves, sur les lacs, les eaux douces et aussi les eaux de l'océan, la commission océanographique intergouvernementale. Donc l'UNESCO a un rôle à jouer. Dans le cadre de l'ODD 9,
Nous avons également une contribution, surtout en ce qui concerne la mise en place des systèmes de recherche en sciences, technologies et innovation. La jeunesse constitue une cible d'extrémisme politique, religieux, susceptible de troubler la paix. Quelle action de prévention et de formation l'UNESCO a entrepris dans ce domaine? La jeunesse est aussi la source, je veux dire, la ressource d'un potentiel énorme de construction. Vous voyez, ne pas voir la jeunesse, pas voir seulement cet aspect négatif, mais voir tout le potentiel, toute la richesse dont la jeunesse, je veux dire en général, et la jeunesse au Congo qu'elle a. Donc nous travaillons sur les deux, sur la force et nous travaillons bien évidemment pour la prévention. Et dans la prévention, nous sommes en train d'entreprendre quelques actions. La première, c'est que nous avons touché, en 2015, nous avons touché 800 jeunes dans des formations sur éducation aux droits humains, éducation à la paix, éducation à la sexualité et reproductive. Cette formation de ces jeunes comme ça, dans des ateliers de formation, elle doit être encadrée. Encadré par les structures, encadré par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et c'est d'ailleurs à cet égard que le ministère avait demandé le soutien de l'UNESCO pour l'élaboration d'une stratégie qui portait à la fois sur la jeunesse et sur l'éducation civique. Nous sommes aussi en train de travailler avec le Conseil national de la jeunesse, avec un réseau qui a été constitué au niveau sous-régional, que c'est le réseau panafricain des jeunes, une culture de la paix. Il y a une cellule ici au Congo. Il y a des jeunes Congolais qui ont, avec le soutien de l'UNESCO, ont participé à des ateliers de formation sur la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation des jeunes. Il y a une perspective justement avec ce réseau, le réseau panafricain des jeunes et pour la culture de la paix, nous sommes en train d'élaborer un projet qui vise à la mise en place d'une plateforme pour la formation à distance. Les technologies de l'information et de la communication sont également un domaine très prisé par la jeunesse. Sans éducation et de formation, cet outil peut être une arme de destruction. Alors, que fait l'UNESCO dans ce domaine? Moi, je veux dire surtout une arme de construction. Une arme de construction de ce qu'on dit, on parle de l'économie du savoir. Et de toute façon, sans l'éthique, aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir. N'est-ce pas? L'avenir, c'est vraiment le savoir. L'avenir, c'est la maîtrise de ces technologies de l'information et de la communication. C'est pour cette raison que nous avons initié, et je ne me trompe pas en disant pour la première fois au Congo, un programme d'alphabétisation fonctionnelle et numérique adressé aux jeunes filles mères. Vous voyez, ça c'est symbolique. Adressé aux jeunes filles mères, ça veut dire l'avenir c'est le numérique, l'avenir c'est le savoir. Il faut que les filles et celles qui sont peut-être les plus vulnérables, qu'elles puissent maîtriser l'outil de technologie de l'information et de la communication. Nous avons mis en place une plateforme de formation à distance où les enseignants peuvent se connecter, peuvent rentrer, connecter et avoir accès à des produits. Et je dois dire, tout cela, nous l'avons soutenu, mais nous ne sommes pas seuls. Ça, il faut que je le dise, que je le répète, que les autres agences du système des Nations Unies ont aussi coopéré avec l'UNESCO, ont contribué avec l'UNESCO pour le développement de ce programme dont, modestement, je dois dire que nous sommes fiers.
Je veux dire, notre bonheur, ça sera de voir, et comme Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, président de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, l'a dit, c'est que ce projet de l'UNESCO devienne un programme du gouvernement. Et là, nous pourrons dire avec fierté que nous avons atteint l'objectif de ce projet financé par la Chine, à qui nous remercions très sincèrement et très chaleureusement. Est-il possible d'évaluer la contribution financière annuelle du système des Nations Unies, notamment l'UNESCO, dans la mise en œuvre de ces différents domaines d'intervention cités au début? Malheureusement, moi, je ne pourrais pas vous donner un chiffre, parce que déjà, le chiffre, il faut que le chiffre ait une année précise, et je préfère ne pas m'aventurer. Notre organisation n'est pas une organisation de financement. Nous ne sommes pas évalués, si je peux dire comme ça, par le volume de l'argent que nous mettons. Parce que cet argent même, vous le savez, nous le savons, cet argent même, l'organisation ne l'a pas. Nous, c'est notre capacité de proposition, c'est notre capacité d'accompagnement, c'est notre capacité de mettre en œuvre l'expertise. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec très peu d'argent, et je ne m'aventure pas à vous donner des chiffres, mais avec très peu d'argent, nous sommes quand même en train de donner des résultats. C'est ça notre force. Sur la culture dans un pays très important au niveau culturel, comme le Congo, comme le bassin du Congo, comme les peuples du Congo, je veux dire qu'il faut, et je m'adresse ici aux autorités, qu'il faut donner davantage, il faut investir davantage dans ce secteur, et notamment au niveau du patrimoine. Parce que s'il n'y a pas un investissement, s'il n'y a pas un investissement au niveau national, ça sera très difficile qu'avec l'aide de l'extérieur, certains biens, certains sites, comme c'est le cas du royaume de Mbé, ou c'est le cas de Luango, ça sera difficile de le faire inscrire sur la liste du patrimoine culturel. Vous voyez qu'avoir ce logo, comme le Congo a déjà ce logo avec un site naturel, c'est le parc trinational de la Sangha. Et ce logo aussi, il vaut de l'argent. Vous savez, c'est très important d'avoir ce logo pour que le tourisme puisse aller avec. Nous avons encore un chemin à parcourir, il y a un investissement à faire pour que ces sites, pour que les expressions culturelles au Congo puissent avoir plus de valeur dans le sens de la diversification de l'économie, de la promotion du tourisme, de l'écotourisme et du tourisme culturel. Voilà, c'est un appel en fait que je lance à ce qu'on accorde plus d'attention à ce domaine, au domaine du patrimoine, au domaine de la culture. Merci beaucoup. En tout cas, merci Madame Elisa d'avoir répondu présent à notre invitation en ce jour. C'est un plaisir. Le plaisir est vraiment pour moi. Et merci à vous aussi. Merci à vous d'être présent. Et surtout, je souhaite une belle continuation de cette émission et que d'autres produits de coopération puissent voir le jour pour renforcer la coopération entre le système des Nations Unies et le Congo. Merci. Merci. Bon, c'est par cet entretien que nous marquons la fin de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro sur Télé Congo.